Précédent numéro, l'art de vivre à la française, les commerces de bouche. Aujourd'hui, de la tête dans l'assiette à la tête dans les étoiles. Objectif lune. Tous s'y mettent, en rang serré, sauf un, l'Europe. Ses élites technocratiques et gestionnaires la font crever. Enjeu pour demain, nouvelle dépendance, mais que s'est-il passé pour que l'Europe patine? Un rappel, le ciel, une ambition française. Souvenez-vous, 1948 à Vernon dans l'Eure, naissance du premier projet de fusée-sonde. Un objectif encore modeste, d'écrire une trajectoire suborbitale, soit à une vitesse inférieure à la vitesse requise pour maintenir un objet en orbite. Effectuer dans la haute atmosphère des mesures et des expériences astronomiques et médico-biologiques. De cet objectif modeste naîtra la fusée Véronique, Vert pour Vernon et Onique pour électronique, tout simplement. Les premiers tests sont effectués en France de 1950 à 1952. Premier vol en 1952. Modeste et encourageant. Modeste car 6 mètres de long, charge utile de 60 kg, altitude de 70 km. Encourageant car ce premier lanceur, développé par la France, la place en 3e position mondiale, derrière les États-Unis et l'URSS. Un petit peu plus tard, premier passager des chats en 1963. C'est entre 1964 et 1969 que la Super Véronique, la Vesta, tutoie les 600 km d'altitude pour une charge utile de 500 kg. À la conquête de l'espace, tout s'emballe sous l'impulsion du président Charles de Gaulle. D'abord, sa décision de création du comité de recherche spatiale le 7 janvier 1959, chargé d'étudier le rôle possible de la France dans le contexte de course à l'espace lancé par l'URSS et les États-Unis. Puis, essentiel, la dotation de la France d'un outil au service d'une politique spatiale nationale et ambitieuse, le Centre national d'études spatiales, le CNES, instauré par la loi du 19 décembre 1961. Cette politique spatiale nationale et ambitieuse épouse la politique plus globale du général de Gaulle d'assurer la grandeur de la France, son indépendance stratégique, sa souveraineté, lesquels vont s'incarner dans des programmes majeurs dont la France d'aujourd'hui hérite toujours. Citons notamment le parc nucléaire, la dissuasion nucléaire, sous-marins et missiles stratégiques, l'aéronautique civile, Mercure, Concorde, avant de se sublimer au niveau européen avec Airbus, l'aéronautique militaire, bien entendu, avec les avions d'assaut équipés de moteurs M53 Snecma, et sur la base de sites industriels voulus par le général de Gaulle, nécessaires à la réalisation de l'ambition française. Et, bien entendu, le plus essentiel, la vision cohérente et croisée du général de Gaulle entre les enjeux civils et les enjeux militaires. Nous disions donc que tout s'emballe dans la conquête de l'espace. Le lancement en 1965 de la fusée Diamant. Diamant est héritier du premier missile balistique français S-2. C'est un lanceur spatial léger, français, qui largue Astérix, bien nommé, 39 kg, premier satellite français, plaçant ainsi la France en 6e position des nations possédant un satellite, mais en 3e position des nations dont son satellite a été mis sur orbite avec un lanceur national. Diamant volera 12 fois jusqu'en 1975, avant une retraite bien méritée en faveur du lanceur européen Ariane. En résumé, la volonté du général de Gaulle a épousé et magnifié l'ambition française d'être France, France souveraine, en la dotant des outils politiques, techniques, industriels, militaires et civils, la plaçant au premier rang des puissances du monde. Cette ambition inscrite au plus haut sommet de l'État
s'est diffusée dans l'ensemble du corps politique de l'État-nation, en accord avec nos mœurs, coutumes et opinions françaises. Jean-Jacques Rousseau, la 4e loi de la division des lois pour les intimes, au point de former et de forger des ingénieurs et des techniciens humainement impliqués, engagés, chevillés au projet ambitieux de la France et à qui rien ne résiste. Doit-on citer l'invraisemblable réussite technique du Concorde? Taisons pour le moment ce volet ambition qui échappe aux générations actuelles et que se remémorent les anciens depuis longtemps en retraite, y compris forcés d'être mis en retraite par les plans de Charette, afin de réduire les coûts, tout simplement, sachant que ces départs ont fait perdre un savoir-faire considérable. Mais ce savoir-faire, actif vital, n'est pas enregistré dans le bilan comptable d'une société. Les années 60 ont porté sur les fonds baptismaux une ambition aéronautique et aérospatiale que la France et l'Europe, la France dans l'Europe, reformuleront en Airbus pour l'aéronautique et Ariane pour l'aérospatiale. Airbus, Ariane, leurs histoires respectives, nous ne vous les raconterons pas. Émissions et vidéos abondent sur le sujet, et en revanche, nous allons apporter un éclairage sur la vision d'Ariane. L'aventure d'Ariane naît de l'ambition des États européens de coaliser leurs moyens dans l'Agence spatiale européenne, l'ESA, fondée en 1975, en lançant le programme Ariane dès 1973, en vue d'imposer les Européens comme la 3e puissance spatiale derrière les États-Unis et l'URSS, sans plus devoir répondre aux conditions de lancement imposées par ces deux pays. Une ambition prometteuse, mais une coalition à l'origine brouillonne. Brouillonne, avant tout financière, où chacun veut apporter son petit bout de fusée pour économiser une conception globale trop coûteuse. Une conception brouillonne qui additionne le premier étage du missile balistique anglais Blue Streak, abandonné pour raisons budgétaires, un deuxième étage français, Coralie, un troisième étage allemand. Et le tout sans réelle coordination entre les acteurs. C'est le projet Europa, Europa 1, 2 et 3, dont les lancements cumulent les échecs de 1967 à 1971. Finalement, le programme s'arrête en décembre 1972, mais assure un retour d'expérience des plus bénéfiques. C'est la combinaison de l'ambition et de l'organisation de la coalition européenne l'un et l'autre, et non l'addition d'États, l'organisation autour de la maîtrise d'ouvrage confiée au CNES français, cette coordination si vitale qui avait failli et qui a plombé le programme Europa, c'est donc de cette ambition organisée que naît le premier lanceur Ariane, Ariane 1, dont la famille jusqu'à Ariane 5 a permis à l'Europe de devenir le numéro 1 mondial dans ce domaine avec plus de 50% de part de marché. Coup de tonnerre, s'il n'était pas déjà attendu. SpaceX, l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk, vient de signer un contrat spatial majeur avec l'Union européenne, lui fournissant des fusées Falcon 9 pour mettre en orbite les satellites européens Galileo, un concentré de technologie dont la masse unitaire est d'environ 700 kg. Et Galileo, rappelez-vous, c'est le GPS européen des États-Unis, projet de télécommunication d'ampleur porté par l'Union européenne à partir de 1999, qui est un système de positionnement par 30 satellites circulant sur orbite moyenne de 23 222 km. Alors il est partiellement en place depuis 2016, premier lancement en 2011, et dont le lancement des derniers satellites est prévu en 2024. Alors Falcon 9, c'est quoi? Un lanceur spatial moyen lourd dont le premier tir a eu lieu le 4 juin 2010.
Un lanceur moyen, on le rappelle, est capable de placer une charge utile comprise entre 2 et 20 tonnes en orbite terrestre basse, et un lanceur lourd, lui, voit sa charge utile comprise entre 20 et 50 tonnes en orbite terrestre basse. Pour les satellites géostationnaires, c'est-à-dire que le satellite reste exactement synchrone avec la planète, c'est-à-dire il reste exactement au-dessus du même point de la surface de la Terre. La charge utile, elle, est comprise entre 3,4 tonnes et 8,3 tonnes. Mais pourquoi l'Europe spatiale s'est tournée vers Falcon 9 pour lancer ses satellites? Quid d'Ariane 5, le lanceur lourd européen? Rappel, premier vol en 1996, capable de transporter une charge utile de 10,5 tonnes dans sa version finale ECA. 117e et dernier exemplaire le 5 juillet 2023. Oui, nous disions Ariane 5. Bien, Ariane 5 ne peut plus lancer de manière concurrentielle des satellites. Il subit de plein fouet la concurrence, spécialement de Falcon 9, en attendant son remplacement par Ariane 6. Ariane 6, dont le démarrage de l'étude remonte à la conférence ministérielle de l'Union européenne de novembre 2012. Et le premier vol est attendu en avril-mai 2024. Ariane 6, c'est la configuration proche d'Ariane 5, mais avec de fortes réductions de coûts, notamment avec des propulseurs d'appoint poudre à enveloppe carbone, moins cher qu'une solution métallique, un premier étage proche de celui d'Ariane 5, très proche même, un moteur fusée Vinci, innovant et plus performant au deuxième étage, rallumable plusieurs fois, et c'est une première, une redistribution, une optimisation des tâches entre les partenaires industriels, un nouveau pas de tir, et là, 4, construit entre 2015 et 2021 au Centre spatial guyanais, le fameux CSG de Kourou, capable de raccourcir les délais de campagne de lancement. Mais qu'est-ce qui a bousculé Ariane au fait de son succès à l'aube des années 2020? SpaceX, avec Falcon 9, a fait un cargo comparable à Ariane, mais à coût bien plus compétitif. 3 images. L'image pour le grand public, c'est le premier étage réutilisable. La première récupération réussie date de 2015, et en mars 2017, la première réutilisation du premier étage ayant été précédemment utilisée pour un vol. Et le tout sans compromis sur la qualité, sur la fiabilité. Ainsi, le lanceur est conçu pour que sa fiabilité soit compatible avec les exigences de la NASA en matière de lancement d'équipage humain. Deuxième image, l'image de l'industriel ou l'image pour l'industriel. Et cette image, elle n'est pas tout à fait celle du grand public, mais celle de l'intégration verticale. Une innovation dans le monde aérospatial où une seule société, et non un consortium de plusieurs États comme pour la fusée Ariane, intègre tous les stades de la production au lieu d'assembler des composants existants achetés à des fournisseurs. L'objectif, abaisser le coût de lancement en orbite basse en cible à $1000 le kilo avec la Falcon 9, pour un coût, rappelons, de $9000 avec la Falcon 1, le coût qui était annoncé par Elon Musk devant le Sénat américain en 2004. Rappelons quelques chiffres intéressants. Le lancement d'une fusée Ariane 5, c'est 100 millions d'euros. Ariane 6 vise les 50 à 60 millions d'euros. SpaceX est aujourd'hui à 50 millions d'euros, soit moins que l'objectif d'Ariane 6. Et les prochaines versions de SpaceX, basées sur la réutilisabilité des composants, notamment des étages, devraient abaisser le coût du lancement d'une fusée SpaceX à 10 millions
d'euros, soit 5 fois moins qu'Ariane 6. Elon Musk, le patron de SpaceX, 35 ans, t-shirt et jean, Washington, 2006, congrès mondial réunissant les experts mondiaux du spatial. Je cite: Salut à tous, je m'appelle Elon Musk. Je suis le fondateur de SpaceX. Dans 5 ans, vous êtes mort. Message à l'attention d'Ariane. La troisième image, c'est celle pour les ingénieurs de bureaux d'études expérimentés. C'est des binômes d'ingénieurs et de techniciens chevronnés aguerris à la NASA, et débauchés de la NASA en particulier, flanqués de jeunes ingénieurs et de techniciens hautement diplômés, les premiers fiers de leur métier et désireux de transmettre, de parrainer des jeunes pousses, les seconds motivés par leur jeunesse et désireux de capter le savoir-faire des anciens. Tandem de choc, explosif d'innovation et de performance qui échappe à la culture française en particulier, arc-bouté sur la réduction des coûts et la mise en rencard des aînés trop coûteux, et qu'importe la perte de savoir-faire que l'on ne comptabilise pas dans un bilan comptable. Alors, c'est le syndrome EDF qui ne sait plus faire de réacteurs nucléaires, c'est aussi le syndrome de Safran dans l'aéronautique, entre autres. Et tant pis pour le manque de repères, ce qui freine les jeunes générations dans la quête de la performance et de l'excellence dans un monde en compétition. Somme toute, la question de la non-compétitivité d'Ariane 5 masque une réalité beaucoup plus profonde. La fin d'une grande époque, ambition et organisation, je cite, dans le sillage de la grandeur de la France, moteur spatial de l'Europe, au profit de gestionnaires et de technocrates, comptables de deniers et non plus visionnaires et innovants. Eh bien, désolé, serrer les boulons pour faire moins cher ne fait pas rêver, ne donne pas de sens, mène dans le mur, gentiment mais sûrement. Mais faire autrement, faire nouveau, dire à Ariane, Elon Musk, vous êtes mort dans 5 ans, phrase que les gestionnaires et technocrates ont pris de haut, avant de ravaler leur chapeau quelques années plus tard, et de se donner une contenance bien maladroite devant les caméras pour le grand public. Nous sommes heureux de la concurrence. Réponse d'Elon Musk et toutes ses équipes en rang serré. Quel con. Tu as raison, on va te tuer dans quelques années. Et ce sera la mort d'Ariane. Alors, laissons l'Europe mégoter ses budgets au deuxième chiffre après la virgule, à préparer laborieusement à son 317e Conseil de l'Agence spatiale européenne tenu du 17 au 19 octobre 2023, le Space Summit, prévu pour novembre 2023 en Espagne. Souhaitons aussi sincèrement à l'Europe spatiale de concrétiser ses briques technologiques, souvent présentées en fanfare, mais oscillant souvent entre vœux, incantations, démonstrateurs, réussites anecdotiques. Si peu succès industriel du genre casse la baraque. Mais qui se souvient du projet Hermès, projet de navette spatiale devant desservir le laboratoire européen Columbus, faisant partie de la Station spatiale européenne, envisagé à partir de 1975 par le CNES, repris par l'ESA en 1985, puis abandonné en 1992. Que penser d'une Hermès bis, le projet SUSY, présenté en grande pompe en ouverture du Congrès international d'astronautique de Paris en septembre 2022, un étage de lanceur entièrement réutilisable, capable d'embarquer un demi-Hermès, soit de l'ordre de 7 tonnes en orbite basse, 30 ans plus tard.
30 ans plus tard, acceptons l'augure d'une appréciation un peu sévère. Le vaisseau cargo automatique européen ATV a bien assuré 5 missions de ravitaillement de la Station spatiale européenne de 2008 à 2014. 5 missions. L'IXV, démonstrateur européen, a effectué un vol suborbital en février 2015 pour tester toutes les phases d'une rentrée dans l'atmosphère. 2015. Entre sévérité d'appréciation et communication en grande pompe européenne, Just van Theoren, le chef de programme SUSY, a peut-être le mieux qualifié l'Europe spatiale dans ses propos. Je cite, « Il est clair que SUSY va apporter une brique technologique clé pour des besoins qui pourraient être exprimés à Séville, lieu du Space Summit européen en novembre 2023, et par la suite. Notez le verbe et le temps du conditionnel. Pourrait être exprimé. Notez aussi l'ouverture temporelle vague. Par la suite. On se sentirait presque gonflé à bloc, mais en s'efforçant, si l'envers du décor nous était inconnu. Aussi, dans les coulisses, l'Europe désargentée, pilotée par des gestionnaires, technocrates, comptables, sans ambition, sans vision, mais bien diplômés, fort de l'entre-gens indispensable dans ces milieux fermés, doté de la faconde à la mode Sciences Po et ENA, nécessaire pour illusionner le grand public sur la grandeur de la France et de l'Europe, mais insuffisante pour imprimer un souffle tourbillonnant de l'innovation nécessaire pour propulser l'Europe spatiale pour les 30 prochaines années. Quittons la crise de modèle avec l'Europe spatiale et prenons connaissance des nouveaux modèles de rêve et d'ambition sur les autres continents. Côté États-Unis, nous ne prétendons pas avoir fait le tour, même avec SpaceX, dont nous avons survolé la maîtrise du lancement de satellites sans évoquer la course à la Lune, vers Mars ou les astéroïdes. Avec la fusée Starship Heavy, lancée de Cap Canaveral en Floride le 13 octobre 2023, portant la sonde spatiale Psyché, chargée d'étudier l'astéroïde métallique de même nom, l'un des 10 astéroïdes les plus massifs de la ceinture des astéroïdes. Starship Heavy, la fusée la plus puissante jamais construite, plus imposante encore que la fusée Saturne V, testée et validée pour la première fois, le premier vol, pour Apollo 4 en novembre 1967. Refermons maintenant le volet SpaceX avec l'assemblage révolutionnaire des fusées directement sur pas de tir qui contribuent à propulser l'artisanat aérospatial actuel vers le domaine de l'industrie aérospatiale de quasi grande série, à l'image de la Ford T il y a plus d'un siècle, et qui a véritablement lancé l'industrie automobile américaine. Changeons de continent et passons en Asie avec la République totalitaire de Chine. Nous avons déjà consacré 2 émissions sur la République totalitaire de Chine, sur le plan national, un État violent qui méprise l'Occident, instaure le permis citoyen, tue ses citoyens par milliers place Tiananmen en 1989, muselle Hong Kong, stérilise et enferme ses populations de Ouïghours dans des camps, et j'en passe. La République totalitaire de Chine, sur le plan international, un État illégal, militariste, expansionniste, qui a usurpé le pouvoir en 1949, qui a usurpé son siège à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 1971, qui menace les frontières de ses voisins, guerre au Sikkim et dans le Cachemire avec l'Inde, tentative d'invasion et intimidation de l'État de Taïwan, provocation envers les États-Unis, et j'en passe.
La République totalitaire de Chine, sur le plan spatial, rêve de conquête pour assurer son autonomie et montrer au monde ses muscles, tant sur le plan civil que spatial. En 2022, le nombre total de ses lancements atteint 3 fois celui de la Russie et se rapproche de celui des États-Unis. L'Académie des sciences a publié en 2022 son programme scientifique pour la période 2025-2030. Les missions. Mission planétaire, étude de l'atmosphère, de l'activité volcanique, recherche d'éventuelles traces de vie sur Vénus avec le programme VOICE. Retour d'échantillons de l'astéroïde 1989 ML avec le programme ASR. Étude de la Terre en complément des missions de l'Agence spatiale. Des missions avec un objectif de détection des exoplanètes. Lancement du télescope de 1,20 m de diamètre avec le programme CHES et de l'observatoire spécial doté de 6 télescopes plus petits de 30 cm d'ouverture avec le programme ET. Des missions héliophysiques, une observation continue du Soleil avec le programme SOR, une observation spécifique des régions polaires du Soleil avec le programme SPO, une étude de la couronne solaire avec le programme ESSEC, une cartographie tridimensionnelle de l'héliosphère avec le programme CHIM. Et n'oublions pas de citer la station spatiale, les missions vers la Lune et Mars, où là aussi l'intérêt scientifique masque mal l'enjeu militaire, stratégique, belliqueux, comme par exemple dominer l'exploitation future des terres rares sur la Lune, déclinant ainsi le monopole de l'exploitation et du commerce des terres rares sur Terre. Pour souligner la collusion civilo-militaire, ce dont la République totalitaire de Chine n'est jamais très loin, mentionnons le projet KES, la première communication par cryptographie quantique, réputée inviolable, depuis un satellite, le satellite Missus, sur une distance de 1120 km entre les stations au sol de Nanshan et de Delinga. C'était en juin 2020. Pour réaliser ces objectifs, la République totalitaire de Chine s'est dotée d'une famille de lanceurs ambitieuses, en particulier la Longue Marche, dont la Longue Marche 5 reste la plus connue pour le grand public. Elle s'inspire du programme soviétique Energia, premier vol 1987, dernier vol 15 août 1988, lanceur super lourd qui devait porter la navette soviétique Buran. La Longue Marche 8, elle, poursuit dans le sillage de ses aînés en s'inspirant des pays étrangers, montrant ainsi la capacité de la République totalitaire de Chine à copier, co-piller les brevets et savoir-faire étrangers avant de les digérer et de les reformuler. La Longue Marche 8, qui a effectué son premier vol le 22 décembre 2020, est partiellement réutilisable. Elle s'inspire du modèle américain de SpaceX. Nous ne développerons pas les autres versions de la Longue Marche, dont la Longue Marche 9, en développement, dont les caractéristiques principales sont 3000 tonnes au décollage, une charge utile de 140 tonnes en orbite basse, de 66 tonnes en orbite géostationnaire. Nous avons fait un tour d'horizon de la politique spatiale de la République totalitaire de Chine, un pays au régime illégal, génocidaire, expansionniste, militariste, qui projette désormais son ambition dans le ciel et au-delà. Restons en Asie avec un pays surprenant, l'Inde ou République de l'Inde, un pays continent de 3 287 000 km², classé au 7e rang mondial, pays le plus peuplé au monde, avec 1 430 millions d'habitants, 435 habitants au km², dont la moitié de la population a moins de 25 ans, et qui a un taux de croissance économique annuel de l'ordre de 10% qui ferait pâlir la France.
L'Inde, une civilisation plusieurs fois millénaire, dont la civilisation de la vallée de l'Indus ou civilisation arapéenne, dont la période mature s'étend entre 2600 à 1900 avant Jésus-Christ, sans compter ses phases amont qui remontent au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Qui n'a entendu parler des villes de Mohenjo-Daro et de Harappa? L'Inde, la naissance de l'Inde moderne avec Nehru, devenu Premier ministre en 1947, et Gandhi, chef de file du mouvement pour l'indépendance. Qui ne connaît cet épisode décisif à l'aube du milieu du XXe siècle? L'Inde, l'image carte postale des Indes britanniques, l'image des tensions communautaires entre les communautés musulmanes et hindoues qui auraient fait 1 million de morts après l'indépendance. L'image des castes dans l'hindouisme qui distribuait et qui distribue toujours les fonctions au sein de la société et dont l'identité culturelle est absolue, fortement hiérarchisée, cloisonnée, des brahmanes ou prêtres au sommet, aux intouchables, harijans, mais hors caste, lesquels sont affectés à des fonctions ou à des métiers impurs, ramassage des excréments, nettoyage des toilettes dans les lieux publics, entretien des égouts. L'Inde, l'image des monuments anciens, sublimes, trop souvent éclipsés par le Taj Mahal. Monastère de Tiksé, datant du XVe siècle. Temple d'or Amritsar au Punjab, monument le plus sacré de la religion sikh, construit en 1601. L'Inde, l'image de Shiva, dieu de la lune, de la création et de la destruction, de l'ignorance, dieu complexe dont la destruction a pour but la création d'un monde nouveau. L'Inde, un pays lointain, celui de 70% des épices consommées dans le monde, que le navigateur Christophe Colomb, génois, nourri des théories géographiques et astronomiques du cardinal Pierre d'Ailly, 1350-1420, celle d'un océan s'étendant vers l'ouest, de l'Espagne jusqu'au rivage de l'Inde, sur une terre ronde, désormais atteignable en évitant les routes du Levant contrôlées par l'Empire ottoman. Nous disions donc que le navigateur Christophe Colomb pensait accoster le 12 octobre 1492, après 36 jours d'expédition de mer, à bord de la Pinta, la Niña et la Santa Maria, expédition financée par les très chrétiens Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Mais il n'en est rien de l'Inde. Christophe Colomb a débarqué sur une île des Bahamas, au large de la Floride. L'Inde, enfin, ce pays contemporain qui échappe encore beaucoup trop aux Français au-delà de la lecture humanitaire et de charité de Mère Teresa de Calcutta, décédée en 1997, canonisée en 2016 par le pape François, et de la lecture en 1985 du roman La Cité de la Joie de Dominique Lapierre, traduit en 31 langues, vendu en 40 millions d'exemplaires, et son film éponyme, d'inspiration libre, de Roland Joffé en 1992. La Cité de la Joie, donc, ce bidonville de Calcutta, dans lequel un prêtre catholique français, un jeune médecin américain, une infirmière, un tireur de pousse-pousse indien s'installe et lutte pour soigner, sauver 70 000 âmes, 70 000 lumières du monde. L'Inde échappe encore trop aux Français, probablement parce que son élite, sa dite élite, arrogante, continue de marteler à l'opinion publique le rang si élevé de la France dans les classements mondiaux. Écoutons François Hollande, ancien président de la République. La France, c'est un grand pays. Elle est la 5e puissance économique du monde. Nous tairons les propos plus récents d'Emmanuel Macron par charité bien ordonnée. Pourtant, l'Inde se hisse sur le podium des 3 pays les plus riches de la planète en 2022 selon le Fonds monétaire international, derrière Chine et États-Unis, reléguant la France très loin derrière, non pas à la 5e place, mais à la 10e place. L'Inde, un pays riche et ambitieux, dont l'Indien Mittal
est devenu leader mondial de la sidérurgie et a avalé Arcelor, le dernier grand sidérurgiste français et européen, en juillet 2006, avec une production de 43 millions de tonnes. Un pays riche et ambitieux, doté d'autres grands joyaux économiques, tels que le groupe industriel Tata, au chiffre d'affaires imposant de 243 milliards de dollars, et sa filiale Tata Motors, qui inonde l'Inde de ses voitures. L'Inde qui développe des logiciels et des services en s'appuyant sur des ingénieurs et techniciens nombreux, hautement qualifiés, anglophones, affûtés sur les nouvelles technologies, compétents et moins chers. L'Inde, un pays riche et ambitieux, enraciné dans son passé, les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles, qui fraye son chemin dans la course à l'espace, avec déjà 6% des lancements mondiaux, pour 10% à l'Europe, sa propre base de lancement à Sriharikota et une deuxième base en projet à Balasora. Le programme spatial indien ne date pas d'aujourd'hui. Il a pris naissance dans les années 60 sous l'impulsion du département de l'énergie atomique. N'oublions pas que l'Inde est une puissance nucléaire. Elle a démarré son programme en 1967, même si l'Atomic Energy Act de 1948 a jeté les bases du développement de l'énergie nucléaire. Donc 1948, c'était un an après l'indépendance. Elle a réalisé son premier essai nucléaire, une bombe A, en mai 1974, avant de tester sa première bombe H 24 ans plus tard. Bon, maintenant, revenons au programme spatial. Plus tard, dans les années 2000, première sonde spatiale lancée vers la Lune, sous le pilotage de l'ISRO, l'Indian Space Research Organization, organisation indienne de recherche spatiale, ou tout simplement l'Agence spatiale de l'Inde. Le budget spatial annuel, encore modeste, à 1,1 milliard d'euros, couvre une variété étendue de missions. Exploration du système solaire, Lune, puis Mars. Pour la Lune, le premier orbiteur de 1,4 tonnes a été lancé en 2008 du centre spatial Satish Dhawan. Cette sonde, Chandrayaan-1, chargée de cartographier la surface de la Lune, d'étudier la croûte et d'observer la glace d'eau dans les très prometteuses régions polaires, a cessé malheureusement tout contact un an plus tard. Pour Mars, le programme MOM, Mars Orbiter Mission, démarré en 2010, aboutit très rapidement en novembre 2013 au lancement de la sonde par le lanceur indien PSLV, avant de rejoindre Mars en septembre 2014, devançant Japon et République totalitaire de Chine. L'astronomie spatiale entre dans les autres missions avec Astrosat, le premier observatoire astronomique indien, placé en orbite en septembre 2015, toujours avec une fusée indienne, la fusée PSLV. Deux autres observatoires vont suivre suite à ce premier succès. Aditya L1 pour l'étude du Soleil. Aditya L1, qui veut dire en sanskrit Soleil L1, est la première sonde lancée vers le Soleil par l'Agence spatiale indienne, et c'était le 2 septembre 2023, depuis la base de Sriharikota, sur la côte orientale du pays. Elle devait atteindre, ou devra atteindre le point de Lagrange après 125 jours de croisière. Alors, un rappel sur le point de Lagrange, il s'agit du point où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'équilibrent, de sorte que la sonde reste à égale distance de la Terre et du Soleil. La mission doit durer un peu plus de 5 ans pour étudier en continu l'activité du Soleil, l'impact sur la météorologie terrestre. Toujours dans l'astronomie spatiale, XPOSAT, un petit télescope spatial. Les satellites d'observation de la Terre ne sont pas en reste. Satellites de télédétection, dont 8 sont en opération, ils contribuent à l'amélioration de l'urbanisme, à la planification de la construction et des infrastructures. L'ISRO met également sur orbite géostationnaire des satellites de télécommunications
et de météorologie. L'ISRO a aussi pour mission d'assurer une souveraineté indienne dans le domaine sensible du positionnement par satellite. L'INRSS, Indian Regional Navigation Satellite System, assure cette fonction au moyen de 8 satellites indiens en position depuis 2018. L'exercice de cette souveraineté permet toutefois, ou en même temps, la compatibilité avec les systèmes américains GPS et européens Galileo. Le plus surprenant reste toutefois ailleurs. Dans le cadre de son budget annuel d'un peu plus d'1 milliard d'euros, l'Agence spatiale indienne a montré un incroyable talent à mener des missions ambitieuses en comprimant drastiquement les délais, les coûts, au point de faire pâlir d'envie et d'incompréhension les autres grandes puissances spatiales. Le couronnement de cette politique spatiale, la voici. Regardez bien, c'est historique. Commentaire après. C'était le 14 juillet dernier. La fusée indienne Chandrayaan-3 s'envolait direction l'espace sans humain à bord. 40 jours après, elle approche désormais du grand moment de vérité, son alunissage. Langdon module. People are applauding. Let us all wait. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. This success belongs to all of humanity. La mission Chandrayaan-3 n'a coûté que 70 millions d'euros. Il faut savoir que le salaire moyen d'un ingénieur aérospatial indien est 10 fois moins élevé que celui de son homologue français. Nous n'aurons pas terminé ce premier tour d'horizon de l'industrie spatiale indienne avant l'évocation du lanceur indien PSLV, ou Polar Satellite Launch Vehicle, chargé de mettre des satellites indiens en orbite polaire. Fonction auparavant assurée par des lanceurs russes. Le premier programme de lancement remonte aux années 70. On parle alors de Satellite Launch Vehicle, SLV. Le tout premier vol du SLV léger indien date du 10 août 1979. Il place le premier satellite artificiel indien, le Rohini, lancé par des moyens nationaux. Le PSLV lui succède à partir de 1993. 2 fois plus haut, à 44 mètres, 2,80 m de diamètre, 320 tonnes au décollage, toujours 4 étages, il permet de mettre une charge utile en orbite basse de 3,25 tonnes et de 1,4 tonnes en orbite géostationnaire. Nombre de lancements à ce jour, 56, dont 2,5 échecs. Le lanceur PSLV est aujourd'hui associé à l'éclatante réussite de l'alunissage de la sonde Chandrayaan-3 sur la Lune. Cette réussite attise les appétits légitimes de l'Inde pour partir à la conquête du lancement des satellites commerciaux. Ainsi, PSLV C56 s'est élancé pas plus tard que le 30 juillet 2023 pour mettre en orbite 7 satellites à partir du Satish Dhawan Space Center à Sriharikota, dont le satellite singapourien DSSAR, chargé de prendre des images de la Terre pour les différentes agences du gouvernement de Singapour. Clairement, l'Inde, ambitieuse, vise à compter parmi les toutes premières puissances spatiales
et les toutes premières puissances tout court. Elle s'est alignée intelligemment tous les astres. Coûts et délais fortement comprimés, ingénieurs nombreux et hautement qualifiés, vision et volonté. L'Inde, pays de tradition, 5 fois millénaire, pays d'avenir, tourné vers les hautes technologies, l'Inde du XXIe siècle, qui a tout pour devenir le géant qui va étonner le monde. Impossible de brosser un panorama exhaustif du programme spatial soviétique puis russe, aussi allons-nous fixer 5 repères. Spoutnik n'est pas capable de faire grand-chose, mais il attire l'attention du monde entier et prend les États-Unis par surprise. Les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles, car cet appel strident sollicite étrangement l'imagination. Vous l'avez reconnu, Spoutnik 1, ou compagnon de route, ou satellite en russe, premier engin placé en orbite autour de la Terre, c'était le 4 octobre 1957 par une fusée R-7 conçue par l'ingénieur soviétique Sergueï Korolev. Sergueï Korolev, 1906-1966, le père du programme spatial soviétique. Première période, 1945-1957, la période missile balistique. Korolev et tous les spécialistes soviétiques travaillent dans le domaine des fusées sont envoyés en Allemagne en 1945 pour récupérer le savoir-faire allemand. Information, remise en marche des installations, lesquelles seront démontées et réinstallées en Union soviétique, installation de production des V2, embauche des spécialistes allemands des V2, de l'ordre de 150 spécialistes, lesquels sont transférés avec leur famille à 200 km de Moscou. En 1950, Korolev est placé à la tête du bureau d'études spéciales numéro 1 comme responsable et concepteur en chef pour développer les missiles balistiques intercontinentaux à longue portée, dont la fameuse version R-7 Semyorka, d'une portée de 8500 km. Deuxième période, de 1957 à 1966, c'est la période dite programme spatial. Korolev arrive à convaincre les membres du parti et les militaires, charge utile, portée, propagande de la supériorité technique soviétique sur les États-Unis, de sorte que le lanceur R-7 est rebaptisé lanceur spatial Spoutnik, également lanceur du satellite du même nom. Les premières sondes du programme spatial sont lancées de 1957 à 1959. Youri Gagarin devient le premier homme à voler dans l'espace le 12 avril 1961 grâce à la fusée Vostok. Et en parallèle, Korolev étudie les plans du vaisseau Soyouz capable de lancer une mission habitée autour de la Lune dès 1957. Piqués au vif dans la compétition de la guerre froide, les Américains réagissent par le président Kennedy en 1961, ce qui aboutira au premier pas sur la Lune par un Américain en 1969. Écoutez le président Kennedy. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. We set sail on this new sea, because there is new knowledge to be gained. Il faudra attendre 1964 pour que les dirigeants soviétiques relèvent le défi du programme Apollo, qui s'incarne dans la fusée soviétique N1, fusée super lourde, et le train spatial L3. 1964, trop peu, trop tard, Korolev, souffrant depuis de longues années de problèmes de santé, décède le 11 janvier 1966. Plus que le programme Mars, dont les sondes avaient pour objectif l'étude de la planète Mars, et c'est encore le même Korolev qui lança le programme Mars avec la sonde Mars 1. C'est le programme Buran que l'on retiendra, programme qui n'a connu qu'un seul vol en novembre 1988.
Buran, la fameuse navette spatiale soviétique, avait été lancée en 1976 en réponse au programme américain de navette spatiale. L'objectif, maintenir l'équilibre des forces, les soviétiques croyant les navettes américaines destinées à des fins militaires. À cette époque, 400 000 personnes travaillent dans la filière aérospatiale soviétique. L'URSS effectue une moyenne de 97 lancements par an sur 10 ans. C'est l'époque également de la station spatiale soviétique Mir, paix en russe, lancée en 1986, assemblée en orbite durant 10 ans. Désorbitée et détruite en mars 2001. Mir a servi de laboratoire de recherche en micro-pesanteur, biologie, physique, astronomie, météorologie, technologie de vie nécessaires à l'occupation de l'espace. En septembre 1993, Américains et Soviétiques décidaient la construction d'une nouvelle station spatiale en utilisant des modules dérivés de Mir. C'est le programme Station Spatiale Internationale, ISS en américain. La dislocation de l'URSS le 26 décembre 1991 s'est accompagnée d'un effondrement de l'astronautique soviétique. Le nombre de lancements annuels a été divisé par plus de 3. Il s'élève aujourd'hui à 22 lancements par an, ce qui fait tout de même de la Russie le 3e lanceur au monde derrière les États-Unis et la République totalitaire de Chine. Au tournant des années 2020, la Russie a fortement investi dans la restauration du parc de satellites militaires. Elle en compte environ 150 pour moitié moins de satellites civils. Son ambition spatiale semble aujourd'hui davantage porter sur la mise en orbite de satellites commerciaux ou projets de stations spatiales à partir de 2024, le maintien de sa présence sur la Station spatiale internationale dont elle assure environ un tiers des composants, ainsi que le retour de prestige sur la Lune, sachant que la mission lunaire Luna 5 s'est soldée par un échec cuisant avec l'écrasement du module lunaire le 19 août 2023. Enfin, et ce n'est pas le moindre, la guerre d'invasion et d'annexion de la Russie contre l'Ukraine à partir de février 2022 va profondément desservir la place de la Russie comme partenaire commercial et scientifique majeur. Après les États-Unis, l'URSS, la République totalitaire de Chine, l'Inde, le Japon va-t-il entrer dans le club très fermé des puissances spatiales qui ont aluni avec succès ? La fusée H2A de l'agence japonaise d'exploration aérospatiale, JAXA, a décollé depuis le site spatial japonais de Tanegashima le 7 septembre 2023, transportant un petit module lunaire baptisé SLIM, qui devrait alunir dans 4 à 6 mois avec une précision de 100 mètres contre plusieurs kilomètres habituellement. Regardez ce film de 23 secondes. Après l'atterrissage réussi de la sonde indienne Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, les ambitions se sont accrues dans le monde entier. Le Japon a pris le train de l'espace et a lancé sa fusée Ashiya sur l'orbite lunaire, dans l'espoir de devenir la 5e nation à effectuer un atterrissage en douceur en 2024. Le programme est baptisé SLIM, c'est-à-dire Smart Lander for Investigating Moon, atterrisseur intelligent pour l'étude de la Lune. Le Japon est la 4e puissance spatiale. Son programme remonte au milieu des années 50. Aujourd'hui, il maîtrise la propulsion à hydrogène liquide employée par la famille de fusées H2 lancée depuis la base de lancement de Tanegashima, qui est le centre spatial qui assure le montage, les essais, le lancement, le suivi des satellites, les tirs de test et les tirs réels. Son programme spatial maîtrise également l'approche lunaire depuis 2007 avec la première mission significative, la mission Selene. Cette sonde spatiale mise sur orbite lunaire elliptique le 19 octobre 2007 pour une mission d'une durée de près de 2 ans. Cet orbiteur de 2,8 tonnes emporte 275 kg d'instruments scientifiques pour la collecte de données détaillées de la Lune, topologie, composition du sol, plasma,
champ gravitationnel, champ magnétique. La fusée H2 est le premier lanceur japonais de forte puissance, capable d'une charge utile de 10 tonnes en orbite basse et de 3,9 tonnes en orbite géostationnaire. D'une hauteur de 49 mètres, sa masse au décollage est de 260 tonnes. Premier vol, février 1994. Dernier vol, novembre 1999. Le lanceur lourd H3 doit succéder au lanceur H2A, qui est la version la plus évoluée aujourd'hui, qui sera retiré du service en 2024, après son 50e lancement. Alors le vol du H3, ce n'est pas une affaire si simple. Du 7 mars 2023, s'est soldé par une explosion en vol 14 minutes après son décollage, détruisant le satellite commercial ALOS 3, chargé de l'observation de la Terre par la cartographie et pour la gestion des catastrophes. Cela va donc retarder l'ambition commerciale civile de la H3 sur laquelle le Japon veut désormais compter. Nous invitons maintenant le lecteur, s'il le souhaite, à faire un arrêt sur image pour comparer les lanceurs équivalents dans le monde. Un autre point marquant de la politique spatiale japonaise est sa part très importante dans le développement de la Station spatiale internationale, ISS, à hauteur de 12,8% des investissements contre seulement 8,3% pour l'Agence spatiale européenne. Enfin, nous citerons, sans nous étendre, d'autres programmes importants pour le Japon. Le vaisseau de ravitaillement de la Station spatiale internationale, vaisseau HTVX, capable d'emporter un fret de 6 tonnes dans un volume de 14 mètres cubes. Il a été développé par le JAXA pour 30 millions d'euros. Le télescope spatial Arion X, le XRISM, d'une masse de 2,3 tonnes au lancement, placé en orbite très récemment, le 7 septembre 2023, toujours par une fusée H2A, qui a également emporté le fameux atterrisseur lunaire SLIM, dont nous avons parlé il y a quelques instants. Il doit étudier l'origine de la structure de l'univers, la distribution des objets célestes. Coût 29 millions d'euros. Citons aussi la future mission martienne MMX pour un budget de 13 millions d'euros seulement, le Martian Moon Exploration, sonde spatiale dont le lancement est prévu en 2024 pour une arrivée dans le système martien en août 2025, un orbitage de 3 ans, puis un retour sur Terre en juillet 2029 avec un échantillon de sol de Phobos, l'un des 2 satellites naturels de Mars. En cas de réussite, ce sera une première mondiale. Pour terminer, d'autres lignes budgétaires significatives sont allouées pour des satellites de navigation à hauteur de 280 millions d'euros et les satellites de télécommunications militaires et de surveillance spatiale pour 500 millions d'euros. Bref, le Japon tient son rang dans le domaine spatial, à la fois dans la coopération internationale avec sa forte présence au sein de la Station spatiale internationale ISS, et dans la politique de souveraineté avec ses propres lanceurs, ses propres satellites, ses propres sondes. D'autres pays sont sur les rangs de la conquête spatiale. Citons Canada, Israël, Corée du Sud, Corée du Nord, Iran, sans être exhaustif. Le Canada consacre un tiers de son programme spatial au satellite d'observation de la Terre Radarsat. Les autres projets sont essentiellement des participations à des projets d'autres agences spatiales. Participation à la Station spatiale internationale, membre de l'Agence spatiale européenne ESA et participation à la réalisation d'équipements scientifiques embarqués, mission MSL, Mars Science Laboratory avec la NASA. La NASA lancera en 2026 et mettra sur orbite géostationnaire le premier satellite de l'agence spatiale israélienne, le télescope Ultrasat
de l'Institut Weizmann des sciences. Il devrait révolutionner la capacité des scientifiques à détecter et à analyser des événements transitoires de l'univers tels que la fusion des étoiles à neutrons et les explosions des supernovas. Il augmentera d'un facteur 100 le volume intergalactique accessible aux scientifiques. La Corée du Sud, 14e puissance économique mondiale avec un PIB de 2,13 milliards de dollars pour une population de 52 millions d'habitants. Un pays hautement industrialisé à hauteur de 25% de son PIB contre 20% pour le Japon, également grande puissance industrielle, 18% pour l'Allemagne et seulement 12% pour la France. Forte de sa jeune et solide expérience spatiale, notamment avec son premier lanceur KSLV-1, Korea Space Launch Vehicle, premier vol juillet 2009, dernier vol janvier 2013, développé avec l'aide de la Russie, puis du lanceur KSLV-2, le premier lanceur développé entièrement par des constructeurs nationaux. La suite, la Corée du Sud prévoit de développer de 2027 à 2023 un nouveau lanceur plus puissant, le KSLV-3, capable de placer 7 tonnes en orbite basse, 3,7 tonnes en orbite géostationnaire et surtout 1,8 tonnes sur orbite de transit vers la Lune. Pas à pas, à la mesure de sa puissance industrielle, l'industrie spatiale de la Corée du Sud monte en gamme. Lanceurs plus lourds, satellites dont nous n'avons pas parlé. Une politique ambitieuse dont on reparlera. Finissons avec la Corée du Nord et l'Iran, l'un et l'autre frappés de sanctions internationales et où leurs lanceurs masquent une ambition de missiles balistiques, soit pour atteindre Israël pour l'Iran, soit pour frapper les États-Unis pour la Corée du Nord. Officiellement, le nouveau lanceur nord-coréen basé sur les récents missiles intercontinentaux Hwasong 15 et 17, tiré les 31 mai 2023 et le 23 août 2023, est le nouveau véhicule de lancement spatial. De son nom, Cheolima 1, cheval mythique en coréen. Ces deux tirs se sont soldés par 2 échecs et la perte des satellites de reconnaissance militaires embarqués. La raison ? Un démarrage anormal du moteur à 2 étages, moteur d'origine soviétique RD-250. Pour sa part, l'Iran compte sur son lanceur Simorgh 1, oiseau fabuleux dans la mythologie persane, un lanceur de 2e génération développé depuis 2012. Capable de placer 350 kg sur une orbite basse de 500 km, soit des satellites de télécommunication et d'observation de la Terre. Il succède au lanceur plus léger Saphir, qui lui était opérationnel en 2008 et qui a placé en orbite 4 satellites entre 2009 et 2019. La limite, la charge utile, ne pouvait pas dépasser les 50 kg. Face aux agences spatiales traditionnelles qui donnent plus ou moins l'impression de ronronner ou de se sédimenter autour de leurs bureaucrates, tels que l'Agence spatiale européenne, un nouvel espace, un nouveau mot est né en 2006, le New Space venant des États-Unis, nouvel espace en français. Nouvel espace de conquête spatiale que de nouveaux entrants veulent conquérir. Quelques noms et sociétés emblématiques: Elon Musk, à la tête de SpaceX, que nous avions introduit au chapitre 5, les relais de rêve et de l'ambition, chapitre A, les États-Unis. Jeff Bezos, fondateur et principal actionnaire d'Amazon, et sa société Blue Origin, fondée en 2000, centrée sur la construction du lanceur lourd New Glenn, attendu pour fin 2023 et qui doit remplacer les fusées connues Atlas 5 et Delta 4. Blue Origin a été retenu en mai 2022 pour fournir l'atterrisseur Blue Moon, appelé à emporter les astronautes américains de la prochaine et future mission Artemis 5 sur la surface de la Lune en 2025. Le Britannique
Richard Branson, dirigeant et propriétaire de Virgin Galactic, fondée en 2004, chargé de proposer des vols suborbitaux à 80 km d'altitude à des fins touristiques et scientifiques pour 200 à 250 000 $ par personne. Liste d'attente 600 personnes. Notez bien, dans ce monde anglo-saxon, le nouvel espace, le New Space, s'incarne sur des personnalités, des personnes physiques, des entrepreneurs au caractère bien trempé. Quant à l'Europe, elle n'est pas en reste, mais à une bien moindre échelle. Elle a son nouvel espace, mais selon la rationalité européenne et très intellectuelle pour la France. On ne cherche pas vraiment des leaders, des entrepreneurs à mettre en valeur, mais on cartographie les sociétés du nouvel espace, on les dénombre. C'est beau, c'est intellectuel, c'est bureaucratique, c'est gestionnaire, mais ça ne fait pas rêver, tant s'en faut. Revenons sur la définition du nouvel espace, dit New Space ou encore Entrepreneurial Space. Tout est dit dans la terminologie américaine qui gère fort l'ESA, Arianespace. Soupe à la grimace, mais ils doivent maintenant s'y mettre. Adossés à des procédures très lourdes, à des projets centraux d'État, longs, peu agiles, au point, on se le rappelle, qu'Arianespace, arrogant, avait méprisé Elon Musk et son SpaceX à ses débuts. Voir chapitre 5. L'entrepreneurial space favorise la jeune pousse, la start-up américaine, puisque le mouvement nous vient des États-Unis, l'initiative privée, mais qui est également stimulée, et c'est essentiel, par certains gouvernements pour renforcer la compétitivité de leur industrie spatiale dans le monde. La ligne de mire, le bas coût, dit low cost, et l'accès à l'exploration spatiale au public. Quand nous disons stimulé par des gouvernements, nous ne pensons pas au blocage idéologique des polytechniciens pantouflards de leur position de rente dans les grands groupes aéronautiques et aérospatiales français, qui ont bloqué, retardé l'émergence du nouvel espace en France. Aux États-Unis, stimulé par le gouvernement prend un sens très concret. Exemple, le Launch Service Purchase Act, signé le 28 octobre 1998, qui oblige la NASA, dès que possible, à utiliser des lanceurs privés pour ses programmes. On connaît la suite à partir de 2002 avec SpaceX. Le retrait de la navette spatiale en 2011 a accéléré le mouvement afin de garantir le réapprovisionnement de la Station spatiale internationale. Ce faisant, l'industrie spatiale américaine s'est orientée vers un mariage de raison entre le Old Space, la NASA, et le New Space, tel que représenté par SpaceX, par exemple, en établissant des partenariats publics-civils pour reconfigurer son modèle technologique, industriel, scientifique et financier. Pour en terminer avec la NASA, elle a conclu des accords de licence, plus de 1500, avec les entreprises du New Space. Ce modèle explosif de performance a pourtant provoqué la cécité des polytechniciens français pendant de nombreuses années qui, sans jamais l'admettre, ont dû faire un pas avec retard, comme à l'accoutumée, à minima dans le domaine du nouvel espace à la française, mais sous réserve de ne pas altérer leur position de corps. Rembobinons, retour en 2006, on comprend mieux le concept et le terme New Space, en fait fondamentalement incompréhensible en français, mais qu'il a bien fallu traduire, quoique mot à mot, en nouvel espace. Comprenons, le champ culturel américain privilégie l'innovation, la start-up, la poussée vers l'ouest jusqu'à la fin du XIXe siècle. Drive to the West, Wild Wild West, Far West, New Frontier, la conquête de l'Ouest, dans la lignée des premiers colons débrouillards et polyvalents. Lire à ce titre l'excellent Daniel Borstein,
l'un des plus grands historiens américains. Histoire des Américains, prix Pulitzer, notamment le livre 1, L'aventure coloniale, et le livre 2, Naissance d'une nation. C'est ce champ culturel éprouvé par le temps qui, par les frottements réussis avec les nouvelles ambitions de la nouvelle industrie spatiale, a forgé son nouveau vocable, le New Space, en 2006. Par la Space Frontier Foundation, notez l'importance du terme frontier, frontière, de la culture américaine. Structurellement, le New Space américain pourra s'exporter dans tel ou tel pays, quoique avec retard, exemple de l'Europe spatiale, et en particulier de la France, un pays hautement centralisateur. S'exporter, mais en s'adaptant, en s'affadissant, car la génétique de l'innovation est consubstantielle de la culture américaine. Alors, New Space ou Nouvel Espace, courage à l'Europe, courage à la France, mais ce n'est pas gagné. Les polytechniciens et les grands corps restent en embuscade pour conserver leurs rentes acquises, pour conserver la culture de l'administration, de la procédure, de la bureaucratie, de la gestioncratie. Bref, là se développe notre modèle français, bien loin de l'innovation du New Space, mais bon gré, mal gré, il faudra emprunter cette nouvelle voie. Pour terminer, un mot sur le sommet spatial, le Space Summit 2023 de Séville, dont nous avons parlé en début d'émission. Il a réuni les ministres ou leurs représentants des États membres de l'Agence spatiale européenne le 7 novembre 2023. L'objet des discussions sur les activités spatiales a porté sur, premièrement, la manière d'atteindre des buts durables et respectueux de l'environnement. Les termes anglais utilisés, sustainable et environmentally friendly goals. Deuxièmement, la manière d'accroître la compétitivité et les achats innovants pour des services spatiaux durables financièrement et commercialement. Sans voix, le lecteur s'en étrangle. Sustainability, durability, environmental friendly goals. Le chaudron anglicisme fadasse, des mots valises bien à la mode, qui donnent une contenance, de l'autosatisfaitie, mais qui fait rire le monde. C'est ulcérant. Mais les technocrates se sont fait plaisir. Même l'idée de relance d'un vaisseau cargo réutilisable automatique en 2028, 4 ans après le vaisseau cargo ATV et 30 ans après l'abandon de la navette Hermès, tout en étant assorti de conditions, sans le réchauffer. Et comme il se doit, chacun sort de concert ses mouchoirs. Contexte politico-économique de plus en plus difficile, forte inflation de la zone euro, crise budgétaire, pleurs des industriels pour allonger les séries, et j'en oublie. Bonne transition pour la conclusion. Le panorama mondial des industries spatiales que nous avons brossé éclaire d'une lumière crue la frilosité, le manque d'imagination, la sclérose technocratique d'une Europe spatiale en panne, dont le seul vrai projet est Ariane 6, déjà assuré d'être non compétitif face aux prochaines évolutions des lanceurs SpaceX. Une Europe en panne qui tente de sauver les meubles, sommet après sommet, rien qui ne fasse vraiment rêver. Pour le rêve et l'ambition spatiale, il faut définitivement sortir de l'Europe. Mise sur les rangs pour la conquête de la Lune, nouveau venu, l'Inde qui a aluni le 23 août 2023 et le Japon, si tout se passe bien, début 2024. Exploration de Mars, télescope spatial très ambitieux israélien et sans oublier le New Space né aux États-Unis et qui a enfanté Elon Musk et SpaceX. Ce New Space, traduit difficilement en français en Nouvel Espace, a encore le plus bousculé la vieille Europe
et particulièrement la France, dont le modèle vertical, centralisateur, énarchique, technocratique, polytechnocratique digère bien mal l'innovation privée, l'esprit d'initiative, le partenariat privé-public, le leadership des grands entrepreneurs et l'esprit nouvelle frontière. Jadis centre d'excellence mondiale, l'Europe spatiale en panne est à la croisée des chemins dans un monde spatial innovant qui en veut. Tergiverser, surseoir, lancer un comité de réflexion, émettre un rapport, édicter des normes. Oui, sa dite élite sait le faire, et la France en est championne du monde. Cerise sur le gâteau, sa toujours dite élite sait pavoiser, communiquer blabla pour faire croire, toujours faire croire, illusionner. Seulement voilà, ce petit monde de la polytechnocratie et de l'énarchie, roi en son royaume de France, fait pouffer de rire en dehors des frontières. Le compte à rebours de la conquête spatiale est bel et bien lancé. Mais au fond, entre éternel débat sur l'immigration, crise des gilets jaunes, des retraites, du pouvoir d'achat, court-termisme des politiciens, pantouflardise des gestioncrates, faillite de la motivation en entreprise, qui se soucie vraiment de la conquête spatiale en France? Prochain numéro, un tout autre sujet, franco-français, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui entre en vigueur le 1er janvier 2024. Dit autrement, le coup d'État du MEDEF, un projet désiré depuis de longues dates, une mise au pas des salariés et des syndicats. Désormais, le salarié est une ressource. Glaçant, venez découvrir.